Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce tout premier numéro, le grand magazine de parcours de grandes figures. Une émission qui vous est présentée comme ça pour parler du parcours de personnalités et célébrités de notre pays. Aujourd'hui, nous recevons une figure non des moindres. Il s'agit bel et bien du pasteur, Dieu merci, Mutombo Chibahi. Révérend pasteur, bonsoir. Bonsoir Alex. Nous sommes très contents et merci d'avoir répondu à notre invitation. Plutôt c'est moi qui vous remercie de m'avoir fait cet honneur. Merci. Pasteur, l'émission s'appelle Grande Figure. Comme vous l'avez compris, ça parle du parcours de personnalités et célébrités de notre pays. Et vous également, vous en faites partie. Et cette émission va parler de la biographie, de votre parcours professionnel, pastoral, politique. Et ce sont là les grandes lignes de notre émission. Et d'entrer en jeu, avant de commencer cette émission, pouvez-vous placer un mot sur la disparition d'un de vos collaborateurs, pasteur Gérard Kassompata, qui venait de nous quitter. Un petit mot sur ça avant de passer à l'émission. Merci Alex. Comme tu viens de le dire, nous avons les regrets d'avoir perdu un des proches collaborateurs. D'abord, non seulement dans le ministère, mais aussi dans beaucoup d'autres choses, parce que j'ai travaillé avec lui avant qu'on se retrouve comme pasteur dans notre ministère. Donc c'est depuis le 1er septembre 2021 que nous avons reçu un appel de ses enfants qui nous informaient que le pasteur Gérard n'était plus. Il venait de rendre l'âme à la suite d'une petite maladie qui l'a terrassé. Nous ne pouvons rien dire, nous nous plions à la souveraineté de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Ça, peut-être à la prochaine, on viendra à faire une grande figure à titre posthume à l'endroit du pasteur Gérard Kassompata qui a servi la nation dans beaucoup de domaines. Alors maintenant, grande figure, vous l'êtes. Nous commençons par la première partie, la biographie. C'est vous qui nous parlez un tout petit peu de votre biographie, votre parcours scolaire. Ça fait partie de votre biographie. Et vous avez le libre choix de parler, je répète bien, librement de votre biographie. Si vous voulez faire taire l'année de votre naissance, ce n'est pas un problème, mais vous nous ferez apparaître date, jour, et ainsi de suite. Merci Alex. Je voudrais d'abord commencer par te remercier de me recevoir dans cette émission. Et c'est un honneur, comme tu viens de le dire, qu'il s'agit de la première émission. C'est un plaisir pour moi. Brièvement, je m'appelle Dieu merci Mutombo, comme on le sait. Je suis né le 9 septembre 1967 de père Mutombo et Paulin et maman Seba Apolline depuis ma petite enfance. Je n'ai pas fait l'école maternelle parce qu'à notre époque, il n'y en avait pas, on n'en avait pas la possibilité. J'ai commencé avec l'école primaire dans l'actuelle province du Sangourou, particulièrement le Sambou, où j'ai commencé à l'école Frères de la Charité. Et à cette école, j'ai eu des petits soucis de turbulence et j'ai été renvoyé. Et je suis allé à l'école primaire Bijiba. Vous avez été renvoyé parce que vous avez dérangé en classe? Parce que je dérangeais un condisciple qui était muet. On m'avait dit que si on lui montrait les plats de pied ou de braise, il va réagir et j'ai essayé. Et il a réagi méchamment et il y a eu une bagarre qui s'en est suivie. Il me laissait plus tranquille, il me suivait de partout. Et puis on m'a renvoyé. Je suis allé à une nouvelle école, Bijiba toujours à Lusambo. Dès là, quand notre papa qui était en mutation là-bas quittait pour revenir en Bujimaï, j'ai continué à l'école primaire Chikoulou en Bujimaï dans la commune de Bipemba où j'ai obtenu mon certificat d'études primaires. Et je suis allé, parce que mon père voulait que je fasse des études vétérinaires, je suis allé à une école vétérinaire où j'ai fait 2 ans. Et après, on a supprimé, quand il y a eu des suppressions des écoles privées et autres, on a fermé cette école et j'ai continué à l'Institut de Djoulou où j'ai terminé, j'ai eu mon diplôme d'État. Je continue à l'Institut de Djoulou. J'ai terminé avec mes humanités à Lubumbashi où j'ai terminé à Kiwele. J'ai mon diplôme d'État, je suis à l'université, j'ai terminé en droit. Quand j'ai fini en droit, j'ai été automatiquement et directement nommé magistrat. J'ai presté dans la magistrature pendant une période.
Pasteur, nous allons peut-être y revenir après. Ça, c'est du côté parcours professionnel. On reste encore dans la petite biographie de l'enfance, pasteur. Vous avez dit vous avez été renvoyé à l'école pour un petit souci. Mais vous avez les enfants maintenant. Est-ce que vous avez une fois déjà raconté cette petite histoire aux enfants? Si je le dis ici, j'en parle souvent, mais je ne sais pas si j'ai déjà raconté à mes enfants, mais je sais que j'en parle souvent. Même par moments, dans certains témoignages que je donne, j'explique parce que j'étais quelqu'un qui ne croyait pas facilement à ce qu'on me racontait. Je voulais en avoir le cœur net qu'après avoir eu des preuves. Quand on me dit, si vous montrez à un muet le plat des pieds ou des braises, et vous aviez voulu vraiment voir la réaction du muet. J'ai fourni un effort pour amener, et il était devant moi, je mettais mes pieds sur le pupitre, je lui demandais de regarder, et puis finalement il s'est fâché. C'est dommage, c'est fait partie de l'enfance. De l'enfance. Vraiment. C'est une chose que j'ai sauté, je suis marié, père de 3 enfants, 2 filles et 1 garçon. Ma fille aînée est déjà à l'université, ma deuxième fille est aussi à l'université, et j'ai le petit qui est encore aux humanités, qui va terminer les humanités dans 3 ans. D'accord, pasteur, nous allons peut-être finir avec cette partie de la biographie, mais vous avez oublié de mentionner, aujourd'hui il y a 2 parents, même 2 enfants aussi qui ont des difficultés avec cette subdivision administrative des provinces. Vous êtes de quelle province, territoire? Est-ce que vous maîtrisez encore ça? Parce qu'aujourd'hui, même nos enfants ne maîtrisent pas. Je maîtrise bien. Je suis originaire de la province du Kasaï oriental, district de Tshilenge, territoire de Lopatapata. Et je crois que le secteur de Moulende. Voilà. Mon petit village, c'est le village de Tchibombo. D'accord, merci. Voilà, vous l'aurez compris, c'est là l'émission Grande Figure ou Parcours de Grande Figure. Nous sommes en train de recevoir sur ce plateau pasteur, Dieu merci, Mutombo Chibayi. C'est lui notre première figure à être reçue sur ce plateau, bien entendu. Nous étions en train de parler avec lui sur sa petite biographie et vous avez compris, chacun a sa petite histoire. Alors, vous finissez en droit et dès là, nous entamons la vie professionnelle, la carrière professionnelle, le parcours professionnel. Alors, vous êtes avocat, magistrat, qu'est-ce qui se passe après? Comment est-ce que vous avez commencé votre carrière en tant qu'avocat? D'abord, je voudrais vous dire que, avant d'arriver à la vie professionnelle, ma vie dans ma petite enfance, mon évolution n'avait pas été une vie heureuse. Voilà. Parce que moi, je suis arrivé au monde à un moment où mes parents n'avaient plus assez de moyens. On a même oublié de vous demander si vous étiez quantième de la famille. Oh, je suis 6e de la famille. 6e de la famille. Dans une famille de 11 personnes. D'accord. Alors, comme ceux qui naissent toujours un peu plus tard, tu vas me poser peut-être la question, comment je suis né d'une famille de 11 personnes, 11 enfants, mais toi tu n'as que 3. Alors, vous avez l'expérience. J'ai estimé que, en fait, j'ai passé un moment pénible, difficile. Mes parents n'avaient plus assez de moyens, il fallait se battre pour réussir et étudier. Je me suis lancé dans tout, dans tout. Alors, nous avons appris, vous avez vendu des gâteaux. J'ai vendu des gâteaux. Racontez-nous un peu ça, c'est quand même curieux qu'un grand pasteur, un grand homme qui a beaucoup fait de choses dans le pays. J'ai seulement appris que si je ne fournissais pas d'efforts pour étudier, j'allais m'abrutir et je n'avancerais pas. Et je profite quand je parle de cette expérience, dire à tous ceux qui me suivent, les petits-enfants et les jeunes gens qui vivent dans des familles moins nantis, qui pensent que pour faire des études, aller plus loin, devenir grand dans la vie, il faut avoir suffisamment de moyens. Non, tout ce qui compte, c'est la détermination et la volonté d'aller plus loin. Parce que je devais vivre, je devais payer mes études. Moi, j'ai vendu les petits bonbons et bazooka. Quand vous étiez encore enfant? J'étais enfant. Quand je suis arrivé à l'école primaire, je vendais des bonbons et des bazooka dans ma classe. Vendeur de bazooka? Des bazooka et des bonbons, oui. Et ensuite, quand je suis arrivé aux humanités, les charges augmentent. Je dois fournir des efforts pour faire réussir. Ma mère faisait pour moi des gâteaux, des galettes. Quand j'ai fini l'école, je rentre et je partais même avec à l'école dans mon sac.
Et quand j'ai fini, je vais dans les gares, à l'époque on appelait parking, parking des camions, parce que je me parle de Bushima, les lieux où j'évoluais. Vous allez dans le marché Zahir, il y avait un parking qui transportait les passagers qui allaient vers Chilunde, qui allaient vers Kabeyakamwanga et consort, Munkamba et Kananga. Et à cet endroit-là, je vendais mes galettes avec un bidon d'eau, où j'écriais Donc galette. quelqu'un achète la galette et vous lui Il ajoutez donne de l'eau. une tasse d'eau. Et ça attirait un peu les gens Et parce que l'eau, il achetait aussi, il devait aussi acheter de l'eau? non, l'eau comme n'était le pas à bonus. vendre. L'eau était dans un bidon. J'allais placer mes bidons dans la ville Muba, on n'avait pas d'électricité. Je prends l'eau dans la ville Muba chez celle-là qui avait un peu de moyens. Quand ça s'est refroidi, je viens l'eau fraîche avec un gâteau. C'est-à-dire tu es sous un soleil accablant, tu as besoin de boire l'eau. Tu m'achètes la galette, je te donne l'eau. C'est ainsi que je disais, galette et l'eau. C'est-à-dire, tu achètes la galette, tu as de l'eau. Et j'ai voulu comme ça c'est la journée. Et le soir, quand je rentre à la maison, j'étais vendeur du pétrole. Voilà. Dans les rues de mon Vous quartier. étiez tellement occupé alors. J'étais occupé parce que j'avais besoin d'avoir des moyens pour payer mes minérales. Je t'informe que depuis ma troisième secondaire jusqu'à la fin, mes parents n'ont pas payé mes études parce qu'ils n'en avaient plus de moyens. C'est comme ça que je devrait aussi privilégier les autres. Oui. Bon, ils n'en avaient pas. Par moment, c'est moi qui revenais avec les petits riens que je pouvais. Vous savez, nous avons voulu dans une vie où, quand vous sortez le matin, vous ne savez pas que vous allez manger le soir. Parfois, ma mère attendait, mon père n'avait plus de travail, il avait tout perdu. Il est rentré dans notre village pour faire les champs. Et alors, moi, je devais terminer. Et quand je termine vers le marché, j'achète, bon, dans notre coin là, on appelait ça méga des maïs. Voilà. Je vais au moulin, je fais moudre et je rentre le soir, j'ai un peu de foufou et ma mère peut préparer et nous mangeons. Nous mangeons toute la famille. Wow. Ce que je faisais, ce n'était pas seulement pour moi-même, mais pour la famille. J'ai pu vêtir aussi mes petits frères avec lesquels nous avons évolué. Et de cette manière, j'ai forcé et à un moment donné, ça pesait dur que je me suis lancé dans les mines de diamants où je devais aller vendre des articles. J'ai commencé à prendre goût à l'argent. Vous vendiez les diamants ou bien vous partiez vendre les des articles dans les milliers de creuseurs. Voilà. Et quand mes articles terminent, je descends dans les mines où j'ai fait aussi ce qu'ils appelaient à l'époque les panacos pour pouvoir avoir un peu de gravier et faire ce qu'il veut faire. Cela n'a pas arrangé mon père. Il avait aussi l'espoir en moi. Il estimait qu'il fallait que j'aille étudier loin. Il a décidé que je quitte la ville de Mbujima. C'est comme ça que j'ai quitté Mbujima pour Lubumbashi. Parce qu'il pensait que si je reste là-bas, vous risqueriez de devenir les je vais perdre l'élan de l'école. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Lubumbashi. J'ai dû me battre avec les petits moyens. Je faisais tous les petits commerces. Je vais à l'université. Et mon grand frère fait apôtre Dieudonné Zengou, qui venait aussi de terminer ses études, qui nous a un peu pris en charge. Il a pris la relève. Et j'ai continué, j'ai fini mes études. Et j'ai été nommé magistrat. Voilà. J'ai commencé ma carrière professionnelle par la magistrature. Alors, nous sommes là. Et pour tous ceux qui nous regardent en ce moment, vous comprendrez que toutes les grandes personnalités, toutes les célébrités que vous voyez ont commencé quelque part. Je pense que cette émission va vraiment enseigner à beaucoup de personnes. Parce que bien sûr, c'est ça même l'objectif de l'émission. L'émission s'appelle Grande Figure, mais le problème est qu'à partir de l'histoire de ces personnalités, c'est une façon de motiver la génération future, la génération montante. Vous devez être motivé par cette histoire, par ces parcours de personnalités que nous recevons, que vous allez commencer à recevoir régulièrement sur ces plateaux, afin que vous puissiez vous motiver et que vous puissiez aussi croire en vos rêves. Hein. C'est un peu ça. Maintenant, nous sommes dans la carrière politique, carrière professionnelle. Vous finissez à Lubumbashi, vous commencez par être magistrat. Alors, comment avez-vous vécu cela? Je commençais au début, ce n'était pas si facile. Vous devez t'envoyer à l'intérieur, dans des milieux où tout le monde n'aimerait pas partir. Mais parce qu'on doit se former, on doit le faire. Et surtout qu'on vient de quelque part. Oui, on vient de quelque part. Là, nous sommes dans les années 96, où je commence comme magistrat. 96 ou 96. J'ai travaillé pendant un temps, j'ai sillonné le pays, je suis allé dans certains coins. Mais j'ai commencé tout de suite à être un peu révolté par rapport aux conditions de vie
et combien moi je venais des études de droit, je constate que là où je suis appelé à appliquer les droits, il n'y avait pas de justice. Il y a certaines questions qui n'étaient pas prises en compte, non-respect des libertés fondamentales garanties à certains individus, tout simplement parce que ceux-ci n'ont pas de moyens de se défendre. Voilà. J'ai à ce moment-là eu l'idée de créer une structure qui devait évoluer dans la société civile pour la défense des droits des démunis. C'est comme ça que nous créons. Ça s'appelait comment déjà la structure? Et à ce moment-là, ça s'appelait Fédération chrétienne pour la défense et la promotion des droits de l'enfant ou droits de l'homme en général. Parce que j'estimais que ceux qui ne peuvent pas se défendre, ceux qui ne peuvent Ils pas... sont à la merci de ceux qui en ont... Je me rappelle avoir déjà eu des problèmes avec mon chef de juridiction, parce qu'à cette époque-là, il m'avait confié un dossier dans lequel j'ai bien trouvé qu'il y avait quelqu'un minable, mais qui avait tout à fait raison. Dans son dossier, les choses penchaient de son côté. Mais j'ai reçu une instruction de pouvoir orienter les choses dans le sens, de dire le droit, dans le sens de... Vous devriez torpiller la vérité pour Exactement. satisfaire... Exactement. Je ne voudrais pas parler de quelle juridiction, quel millier, mais j'ai tout simplement dit non. Et ma galère a commencé là parce que ma chef de juridiction... Vous veniez de refuser votre travail déjà indirectement. Je ne pouvais pas faire quelque chose qui va à l'encontre de mon intime conviction et que je ne pouvais pas cautionner le mal, voir ce malheureux être sanctionné, perdre les droits qu'il a, alors que celui qui a des moyens en a déjà. Il faut laisser que celui qui n'en a pas en ait. Vraiment. Alors j'ai commencé à souffrir parce que je ne pouvais plus avoir accès à certains avantages, à certains dossiers importants, parce que moi, j'étais appelé à... J'étais pas pasteur, j'étais juste un enfant de Dieu. Voilà. Alors j'étais considéré comme quelqu'un qui ne veut pas avoir de moyens. Alors, le dossier... Comme il a refusé de faire ce que... Vous avez refusé de faire ce que tout le monde faisait. Moyens, et donc, je ne pouvais pas... Alors, c'est ce qui a fait que je suis obligé de vivre qu'avec mon petit salaire et ma petite... Bon, les primes, il n'y en avait pas à l'époque, c'était des salaires. Les primes, c'était par rapport au chef qui a la bonne volonté, va vous donner. Bon, voilà. Je suis de ça. Voilà, nous allons évoluer avec cette partie toujours de professionnelle. Mais Pasteur Dieu merci Mutombo, vous fûtes pendant beaucoup d'années le directeur de cabinet de Lambert Mende. Expliquez-nous comment vous vous êtes retrouvé avec l'ancien ministre des Communications. Oui. Là, je fais en arriver parce que dans cette élan des choses, je suis orienté, je suis muté dans une province du pays, je travaille là-bas. Toutes ces conditions de vie ont fait que j'ai commencé à me refroidir par rapport à ma carrière de magistrat. J'ai commencé à prendre un peu du recul. Je me suis lancé beaucoup plus dans le mouvement associatif. Ok. Société civile. Oui, société civile. Et j'ai même participé à certaines consultations. Ok. Par exemple, lorsque Mouzé prend le pouvoir en 1997, il y a eu beaucoup de problèmes dans le pays. Il a organisé les consultations nationales avec l'appui des confessions religieuses. Il a organisé des assises du droit de l'homme et tout ça. Et quand vous avez votre structure... Avec cette structure, je participe. Mais à ce moment-là, je suis toujours dans ma structure. Vous aviez un soubassement juridique avec votre structure? Bien sûr. Surtout que vous êtes vous-même avocat. Alors qu'à ce moment-là, j'étais toujours dans ma structure, mais je ne restais presque pas souvent. Ouais. Je suis dans ces structures-là. En même temps, il y avait, à l'époque de la conférence nationale souveraine, j'étais étudiant. Pendant ce moment-là, je suivais, comme tout le monde, les informations de l'actualité. Je suivais les débats de la conférence nationale. J'ai commencé à apprécier l'honorable Lambert Mende à l'époque. Vous l'avez apprécié de loin? Je l'appréciais. Il y avait lui, il y avait les Liaou, les autres, les docteurs. Et à l'époque, ils étaient qui, eux? Ils étaient membres de la conférence nationale souveraine. Voilà. Je n'avais aucun lien avec eux, pas les liens politiques ni quoi que ce soit, mais je les appréciais. Voilà. Je me disais qu'il y a des gens qui ont du talent, qui ont le verbe, qui peuvent mieux faire. Et si Dieu pouvait m'aider un jour que je sois aux côtés de ces gens, j'apprendrais. Voilà. Là, c'est passé, c'était un rêve seulement. Donc, quand je suis arrivé ici... C'est en quelle année déjà quand vous êtes arrivé ici? Quand je suis arrivé ici, c'est en 1995.
Je suis nommé magistrat, je commence ma carrière. Et à ce moment-là, quand il y a eu changement, Mouzé est mort. Régime, ouais. Mouzé est mort, il y a eu conférence nationale souveraine. Non, pardon, il y a eu les consultations à Sun City. Voilà. Et en ce moment-là, je ne savais pas que son excellence était ami à mon frère. Vous ne savez pas que qui? Que l'honorable Mende Voilà. était l'ami à mon frère. Mais un jour, il s'est fait que mon frère avait besoin de faire parvenir quelque chose à l'honorable qui était ici à Kinshasa à cette époque-là. Et il m'a envoyé, bon, j'ai un ami qui est à tel endroit, va prendre telle chose, va lui remettre. Quand je suis arrivé, j'entre, je trouve que l'ami là, c'était lui. Et donc vous avez été surpris? J'étais surpris. Je me présente, je dis, je suis le petit frère de tel. Ah ok, il m'a dit que son petit frère, c'est toi. On a commencé à parler, c'est un homme intéressant. Il m'a posé des questions, on a échangé. Il s'est fait que ce n'était pas la dernière fois. Il m'a envoyé une deuxième, troisième, et puis c'est devenu une habitude. Voilà. Et puis enfin, il est parti au dialogue intercongolais à Sun City. L'honorable Lambert Mende. Oui, il n'était pas un ministre, il était juste... Il faisait partie des composantes politiques à l'époque. Voilà. Et il est allé à en tant que tel. Oui, au dialogue. Au retour du dialogue, il est désigné sénateur et membre du bureau du Sénat comme rapporteur général du Sénat. Nous sommes en 2003. Voilà. C'est à ce moment-là qu'un jour, mon frère vient me dire, j'ai parlé avec mon ami, il m'a posé des questions sur toi. Voilà. Il m'a posé la question si tu étais intéressé à travailler avec lui. Comment moi, ça? je dis, mais avec plaisir. Alors, il me donnera le numéro, il me dit, va le voir à tel endroit où il était. Je suis allé, je l'ai vu. Il a parlé avec moi, il me dit, bon, demain, viens à mon bureau. C'était au Sénat, au Palais du Peuple. Voilà. Je suis allé, je l'ai rencontré. Il m'a donné une place. J'étais là-bas, je travaillais. Et je ne sais pas. Vous ne saviez pas, vous travaillez en tant que qui? Je ne savais pas qu'est-ce que j'étais. Parfois, on nous appelait tous conseillers. Il n'y avait pas encore de décisions ayant responsabilisant les gens. On me donnait tout travail. Vous pouvez venir n'importe qui veut me donner, fais ça, fais ça. Je recevais des ordres de tous. Et un jour, il sort une décision, il m'appelle dans son bureau. J'étais observé, tout ça. Toi, tu vas devenir mon assistant. Waouh! C'était une surprise. Moi, je vais être assistant d'un homme comme celui-ci. Vraiment? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'assister en quoi? Il me dit, tu apprendras. Et puis c'est comme ça que il c'est vous a parti. dit comme ça que tu apprendras. Oui, c'est comme ça que c'est parti. Et je suis devenu assistant. On a travaillé de 2003 à 2006. Il y a eu des élections. Après les élections, il y a eu ce qu'on a appelé mise en place du gouvernement de la République sous Joseph Kabila, qui était à ce moment-là élu président de la République. Et c'est à ce moment-là qu'il va être nommé ministre des hydrocarbures. Et là, il m'appelle. Il me dit, viens chez moi. J'arrive chez lui le matin. Il commence à me confier le dossier. Là, Lambert Mende venait d'être nommé comme ministre des hydrocarbures. Des hydrocarbures. Et à ce moment-là, moi, je me disais, je suis assistant. Il me dit, bon, quand les gens viennent avec des services de garde, toi, tu fais ceci. Fais ceci. Chaque matin, sois ici. Et ça, là, et à la fin du mois, tu avais ton salaire. Non, à ce moment-là, c'est juste la nomination. Non, rien. Nous sommes. Il vient d'être nommé ministre. Il n'y a pas de cabinet. Il n'y a pas encore remise et reprise. Vous, déjà, vous étiez heureux d'être ne fût qu'à ses côtés. Je ne sais pas dire heureux, mais je savais que j'étais avec lui parce que j'étais son assistant. En ce moment-là, on attendait, on préparait le programme du gouvernement qui devait être défendu au Parlement. Et ce n'est qu'après la défense du programme qu'on devrait installer les membres du gouvernement pour la remise de reprise. On devait faire la remise de reprise avec l'ancien gouvernement qui n'était pas issu des élections. Il y avait un nouveau gouvernement. C'est là que commencent les affaires des élections. Nous sommes en 2006 après les élections. En 2007, il est nommé ministre. Et on investit le gouvernement. C'est le jour d'investir du gouvernement. On va faire la remise de reprise. Jusqu'à présent, là, j'étais pratiquement la première personne qui était autour de lui. Nous étions accompagnés d'un de nos frères, collègues qui ont travaillé avec nous, qui était chef du protocole, tous les plus proches, c'était le protocole, moi qui étais assistant à l'époque. Quand il fait la remise de reprise, avant la remise de reprise, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui va travailler avec les directeurs de cabinet sortants, avec lesquels on devait s'échanger les dossiers, et il me communiquait
la ligne de conduite. Dans les du décodes ministère. pour lorsque le ministre va Exact. prendre les arrêts. Alors, je comment- devrais, parce qu'on se voit avant, on prépare les PV de remise et reprise, on prend connaissance, on s'échange, on corrige ce qu'il y a à corriger, et puis j'ai corrigé. Quand le ministre vient, je lui présente, Présenter simplement le il rapport. me dit, c'est toi qui vas être le directeur de cabinet du Là, ministre. c'était en quelle année déjà? Nous sommes à la nomination 2006-2007. Voilà. Parce que les élections c'était en 2006. Le gouvernement est nommé, Restitution. le gouvernement est installé en 2007. Voilà. Il me dit en 2007 que c'est toi qui vas être mon directeur de cabinet. Et puis Mireille, je sais que tu n'as pas fait le pétrole, Mais tu tu vas. ne connais pas quelque chose en matière de pétrole, mais tu apprendras, tu es un universitaire. J'ai dit quelle confiance. Et c'est pourquoi je me dis que je ne peux pas trahir une telle confiance. Quelqu'un qui vous fait une telle confiance, c'est formidable. Voilà. Voilà comment je suis devenu collaborateur. D'abord en 2003, j'ai commencé à être avec lui. Quand il passe ministre du Caribir, je deviens directeur de cabinet. C'est comme ça qu'on a évolué avec lui. Des ministères des Caribir, Yahi Remaniement. On l'a nommé ministre de la Communication et Médias. Vous l'avez toujours Il accompagné. m'a reconduit directeur de cabinet. Voilà. Il y a eu encore Remaniement. On l'a reconduit à ce même ministère. Il m'a reconduit aussi directeur de Oh cabinet. là là. Et après, le mandat est terminé. Ils sont allés encore aux élections 2011. Après les élections 2011, il est revenu. Il a encore été nommé ministre de la Communication et Médias. Et cette fois-là, chargé aussi des relations avec le Parlement, initiation de nouvelle citoyenneté. Lui-même, le porte-parole du gouvernement. Oui, il beaucoup était de choses à la ministre de fois. la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, ministre chargé des relations avec Relations le avec le Parlement Parlement. et de l'initiation de nouvelle citoyenneté. Et maintenant, vous étiez même le directeur des cabinets dans Non, tous je ces... deviens directeur de cabinet et nous travaillons avec le cordon. Voilà. Je suis directeur de cabinet avec un directeur de cabinet adjoint au ministère de la Communication et des Médias, mais deux cordons. Un coordonnateur de l'aspect de la nouvelle citoyenneté et un coordonnateur de l'aspect des relations avec le Parlement. Voilà. Donc j'étais donc directeur de cabinet. On peut dire avec trois directeurs de cabinet adjoints qui faisaient fonction de cordon de ces ministères. Waouh, comme c'est très intéressant, fidèles téléspectateurs, comme vous l'aurez compris. Le pasteur Dieu merci Mutombo, la grande figure que nous recevons aujourd'hui, est en train de nous raconter son parcours professionnel. À partir du moment où il était étudiant jusqu'au moment où il a eu le contact avec les sénateurs, les députés nationaux actuels, hein, l'honorable Lambert Mendeo Malanga, qui nous saluons en passant. Et la fidélité, la confiance, et vous comprenez que vous pouvez aussi croire en vos rêves, et Dieu sait le sait, hein? Voilà, c'est ça l'objectif des grandes figures, rêver, œuvrer et réaliser. Voilà, si vous rêvez et que vous œuvrez, vous pouvez réaliser vos rêves, et c'est cela la grande figure. C'était le parcours professionnel. Nous sommes en train de chuter comme ça pour cette partie de parcours professionnel. Pasteur, en 2011, vous descendez au Kassai oriental. Là, vous postulez pour être député national, mais en même temps, vous avez installé par-ci par-là ce qu'on appelait à l'époque synergie du développement du Kassai oriental, SIDECA. Exactement. Parlons-nous un tout petit peu de SIDECA. Ok, merci. En peu de temps. Et je voudrais dire à ceux qui nous suivent, les téléspectateurs, en fait, il n'y a rien de hasard dans la vie. Voilà. Dieu a un programme pour chacun, mais il faut seulement prendre conscience des potentialités qui sont en soi pour se lancer, travailler, et on peut développer un avenir meilleur. Et ce que j'ai expliqué là, ce n'est pas un fait de hasard, c'est parce que j'ai atteint un certain niveau en forçant avec la vie pour acquérir un certain savoir. Je vous ai dit qu'au départ, je n'étais pas en mesure d'étudier parce que mes parents n'avaient pas de moyens. Voilà. J'ai souffert pour y arriver. Et il n'y a pas de gloire sans sacrifice. C'est avec ce sacrifice que je suis arrivé là. J'ai oublié de vous dire une chose, que depuis le moment où je t'ai expliqué ce qui s'est passé dans ma carrière en tant que magistrat, j'étais animé d'un sentiment. C'est comme ça que je voudrais vous dire que je ne suis pas arrivé à Mbujimaï en 2011. J'y allais de temps en temps, un peu avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, je lis la Bible. Peut-être qu'on y arrivera. Je suis tombé sur un texte où Jésus répondant à la préoccupation de la mère des fils de Zébédée,
qui était venu lui demander que quand il sera dans sa gloire, que ses enfants, l'un soit à gauche, l'autre à droite, et qu'il soit dans sa gloire. Jésus lui a dit que mais vous ne savez pas ce que vous demandez parce que vous ne pouvez pas payer les prix que moi je payerai pour arriver. Mais plus tard, quand il reste avec ses disciples, il dit aux disciples, vous savez, les princes de ce monde, les princes dans ce monde tyrannisent et les grands en service. Mais vous, qu'il n'en soit pas ainsi du milieu de vous. Voilà. Alors je commence à méditer ce texte, je comprends que Jésus veut expliquer à ses disciples que le monde ici est dirigé par les princes. Les princes, c'est les détenteurs du pouvoir politique. Et les grands, c'est ceux qui ont le pouvoir économique. Ça veut dire que ceux qui ont le pouvoir politique tyrannisent. Ceux qui ont le pouvoir économique à service. Maintenant, il dit aux disciples qu'il n'en soit pas ainsi du milieu de vous. Ça veut dire, vous là qui êtes autour de moi, vous pouvez être dans le monde, mais vous pouvez être dans le monde et vous pouvez devenir aussi des princes et des grands. Quand vous le serez, vous ne tyrannisez pas et vous n'asservissez pas les gens. Très bien. Alors à ce moment-là, je commence à comprendre qu'être au pouvoir, ça signifie servir. Parce que Jésus ajoute, moi comme je suis là, je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir. Alors c'est ainsi, l'idée là m'anime. Qu'est-ce que je peux faire pour servir ma nation? Qu'est-ce que je peux faire pour répondre aux besoins des uns des autres? Et de temps en temps, j'y vais. Je t'avais dit que j'avais déjà créé une structure qui fonctionnait ici. J'ai servi dans ce monde associatif. Et je décide de descendre chez moi. Parce que j'avais un projet de voir comment faire quelque chose pour aider la population. J'ai fait ce que j'avais prévu dans le cadre chrétien. Je vais dans mon village, je vais demander les terres, on m'accorde les terres, je fais des champs. Et tout de suite, l'idée me vient de commencer une activité qui permettrait aux autres de comprendre, parce qu'à ce moment-là, c'est un moment où il y a une crise énorme qui est décriée dans notre province. Nous sommes dans les années 2009. Il y a une crise énorme, donc entre 2008 et 2009. Une crise, il n'y a pas de produits alimentaires. Dis, mais comment? Nous avons des terres. Comment nous pouvons manquer du maïs et vivre comme nous sommes? L'idée là me vient, j'ai décidé de créer une structure qu'on appelle Synergie pour le développement du Kasaï. C'est-à-dire que je vais m'impliquer dans un travail d'acteur de développement pour montrer à mes frères et sœurs que vous pouvez mieux faire. À partir de mon expérience de la petite enfance, je me dis que nous pouvons mourir de faim alors que nous avons les capacités de produire. Alors j'ai créé la structure. C'est ça ce que vous parlez des structures que j'ai installées dans toutes les communes. Je commence la formation à l'agriculture, à la production des produits. Je découvre qu'il y a beaucoup d'enfants, de jeunes filles qui se sont mariées précocement, qui ont été renvoyées de leur foyer, qui sont devenues des malheureuses. J'ouvre une école de formation à la fabrication de produits. Ça s'appelle déjà comment le nom de l'école? L'école de formation de la SIDECA. Dans la SIDECA, oui. Oui. Pour les mamans, pour les jeunes filles. Et vous ouvrez la chaîne de radio communautaire. La chaîne va venir après. La chaîne va venir après. Là, nous sommes en 2008. Et je commence à faire ce travail de vulgarisation. Je montre aux gens que nous devions travailler pour changer notre existence. Et j'ai vu que certaines mamans, à qui j'ai appris comment produire certains produits, ont commencé à produire ces produits, vendre. Aujourd'hui, dans la ville de Bougnaï, certaines se sont retrouvées. Et aujourd'hui, dans la ville de Bougnaï, vous allez trouver qu'il y a plusieurs personnes qui fabriquent des créolines, qui fabriquent des produits de toilettes. Ils l'ont appris à la JDK. Et ces mamans... Et ça, c'était votre vision. C'était ma vision. Et ces mamans-là ont payé les études de leurs enfants. On fait se sont retrouvés pour aller vite. J'ai donc commencé le travail dans ce sens. Mais comme je n'avais pas les moyens d'aller plus loin, j'ai décidé de mettre en place une station de radiodiffusion et qui va se nommer Sangha FM. C'est vous qui avez donné le nom de Sangha FM à cette chaîne de télévision? Oui, Sangha FM. Et pourquoi Sangha FM? Sangha FM, je me suis référé à l'histoire de notre province. Notre province. Sangha, c'était ces grands arbres
autour duquel, qui réunissait les gens pour se rassembler pour parler de leurs Ah, questions. là, c'était pour répondre à votre Oui, philosophie. oui. Là où nous nous retrouvons Mhm. pour discuter des questions qui concernent notre avenir, parce que nous sommes venus d'un même coin, nous avons un cheminement et un avenir commun. Si aujourd'hui, de partout où nous sommes, si des problèmes surgissent, nous allons aller dans la même direction. Et là, j'avais l'expérience de ce qui s'est passé. Je ne voudrais pas y revenir sur certaines questions. Mhm. Vous savez ce qui s'est passé dans les années 90 Ouais. au Katanga. Ouais. Et j'y vivais aussi moi-même. Et avec toute cette expérience, je dis, mais nous avons un avenir commun. Quand il y a un problème, nous devons savoir comment réagir ensemble. Et à ce moment-là, j'ai dit qu'il faut que nous ayons un organe, un média qui nous permet de faire arriver notre idée pensée sur l'ensemble du Kasaï. Voilà. Et je voulais savoir, parce que c'est le développement, une synergie pour le développement du Kasaï. Le Kasaï ne se limitait pas seulement à Mbujimaï. Moi, je n'avais pas de moyens énormes pour aller partout. Partout. Et la radio m'a permis d'aller D'aller au-delà, jusqu'au-delà. jusqu'à Kanang. Voilà. Nous étions suivis, captés, à différents endroits. Voilà comment la radio est arrivée en 2010, Oui, en à 2010. l'occasion de la célébration de la cinquantenaire. Ouais. J'ai dit, mais 50 C'est ans un après, cadeau. 50 ans après, on doit apprendre à se débrouiller soi-même. Un enfant a grandi, il est Voilà. devenu responsable. Et j'ai béni le Seigneur que depuis 2010, 2020, 2021, ça fait 11 ans, cette radio existe. Les gens me disaient que je suis venu ouvrir une radio pour des visées électoralistes. Ce n'était pas le cas. Voilà. Et c'est à ce moment-là que ceux qui se sont retrouvés autour de moi me proposeront. Mais Que vous puissiez tu as postuler des idées, de bonnes mais initiatives. des bonnes initiatives pour le développement de notre province. Pourquoi ne pas venir postuler comme Député national ou et provincial. faire entendre notre voix Mhm. là où vous serez? C'est comme ça que je suis revenu en 2011 comme candidat. Et malheureusement, candidat malheureux. Je et ne dis avec pas tout- malheureusement parce que moi j'avais fait le bien remporter l'élection. Je connais ce qui s'est passé. Et j'étais allé. Bon, je ne veux pas revenir sur ça. Ouais. Moi, je suis un homme de Dieu. Ouais. J'ai des frères qui ont Voilà. joué un rôle négatif Vraiment. dans ce que j'ai fait, mais je les aime toujours, je les accepte. Donc, Bon, il suffisait que moi, je pense, je travaillerais pour la province, que moi je passe ou que notre passe, nous avons toujours L'essentiel travaillé. était que la L'essentiel province est la aille de province l'avant. et des représentants. Merci. Je pouvais l'être ou pas, mais j'ai toujours jamais dit que j'étais malheureux parce que même mon chef à cette époque m'avait dit non, écoute, et c'est ce qui m'a fait reconduire comme directeur de cabinet. Nous avons été dans ces élections. Il était au courant de ce qui s'est passé. Il a vu. Pourtant, il pouvait même dire un mot parce qu'à cette époque-là, lui était très proche du parti au Oui, pouvoir. c'était un homme qui respecte les droits de chacun. Très bien. Il m'avait demandé d'ailleurs d'aller faire les recours. J'étais à la Cour suprême, j'étais à l'époque. J'ai fait les recours. Mais compte tenu des relations qui nous lient en tant que fils de même province, Il y a des choses qui et ne c'est sont lui, plus celui contre lequel je suis allé à parler avec lui, il a dit, mais notre frère nous divise. Ces mots étaient forts. Il a dit, il veut nous diviser parce qu'il collaborait avec lui, c'était son grand frère. Il a prédit grand frère, mais les jeunes frères nous divisent. Voilà. Alors, il m'a dit non, Dieu merci, arrête cette affaire. Très bien. Si je reviens au gouvernement, je t'ai Je reconduit. t'ai reconduit. Et vous avez été Donc, reconduit. je n'ai pas perdu. Voilà, j'ai vous gagné. aviez J'ai bénéficié. été reconduit. Merci Voilà donc. beaucoup. Voilà, c'est toujours Pasteur de Merci Mutombo que nous recevons sur ce plateau, bien entendu. Dans cette émission Grande Figure, un grand magazine qui est ouvert à votre portée. Cette émission parle de ces figures, de ces grandes personnalités. Vous êtes un homme d'affaires, un homme politique. Vous êtes un homme de Dieu. Qui que vous êtes, un artiste, une star, je dis bien qui que vous êtes. Votre émission vous concerne. Faites parler votre voix, votre expérience. Et la génération, la jeunesse vous écoute et ils peuvent bénéficier quelque chose de votre expérience. Et c'est très important. Donc, c'était là le parcours professionnel avec le parcours public, bien entendu. Pasteur, maintenant, vous êtes le pasteur responsable de l'église Assemblée chrétienne famille royale.
Pasteur, dites-nous comment, avec tout ce que vous avez vécu, comment êtes-vous, à quel moment avez-vous eu l'appel de Dieu? Ça aussi, il faut que Euh, vous puissiez nous en parler. voilà, Parce qu'on vous a connu plus comme directeur de cabinet, maintenant vous êtes responsable d'une église, et c'est plein, et puis c'est confirmé. Dites-nous bon, d'abord comment avez-vous il commencé? faut dire que depuis tout ce temps, Hmm, j'étais un chrétien voilà. ordinaire dans l'église, comme tout le monde. Vous priez où auparavant? Où Toujours. est-ce que vous avez commencé à prier? D'abord, je me suis converti en Bougimaï Hmm, dans l'église pentecôtiste et qui se trouve à Cancel. hmm. C'est la première fois que j'ai été invité à une réunion. C'est là que j'ai reçu le Seigneur. Je me suis converti. Ça c'était en quelle année déjà? Oui, j'étais dans les années 85-86. D'accord. Et en ce moment-là, je vais à Lubumbashi. J'arrive, j'arrive dans la maison de mon frère, Qui vous le demande, fait apôtre, pasteur et apôtre Tengu, hmm, qui était tout fait tout flamme dans le ministère, mais qui priait dans l'église, vient et voit, mhm, pentecôtiste aussi vient et voit, je vois. sous la direction à l'époque du pasteur Théophile Kilouba. Hmm, Moi, je veux commencer aussi à aller à ce travail. Et je vais toujours comme frère, je mhm, m'assois dans l'église. voilà. Et après, il va créer, le pasteur Kilouba recevra une vision, l'appel du Seigneur de créer un ministère d'évangélisation, Hmm, JTL, Jésus-Christ à toutes les langues. Il va prendre l'apôtre, à ce moment-là, frère Zengou, mhm. qui va aller travailler avec lui. Ah, lui, il n'était pas encore aussi apôtre. Non, il n'était Il était pas encore apôtre, n'était frère. pas pasteur, il était un D'accord. saint frère. Mhm, Il va travailler avec lui comme chargé de l'administration de ce ministère-là. mhm, Et là, je vais intégrer l'équipe des intercesseurs. mhm, C'est là que j'ai commencé à faire les premiers pas dans les choses de Dieu. Intercesseur, on va commencer à m'utiliser comme modérateur. mhm. Je suis passé à la jeunesse où je suis devenu responsable dans Même la là jeunesse. aussi, vous avez le parcours. Et Oui, nous aimons vraiment écouter ça. responsable dans la jeunesse. Mhm, Et puis c'est parti comme ça. Et j'ai pris goût à cette chose. J'ai commencé à avoir le goût d'aimer la parole de Dieu, de chercher à comprendre. J'ai commencé à poser beaucoup de questions au pasteur à cette époque-là. Il me dira qu'il discerne qu'il y a quelque chose de Dieu en moi. Ah, là, c'est le pasteur qui vous le disait. Oui, il me dit, je discerne qu'il y a quelque chose de Dieu en toi. Mhm, Il faut que tu t'efforces. C'est comme ça que quand j'ai fini mes études universitaires, je vais entrer à l'école biblique. ok. Là, je n'ai pas de ministère pour apprendre la Bible. Apprendre la Bible. J'apprends la Bible. Pour peut-être matérialiser tout Oui. ce dont on vous avait Bon. parlé. J'apprends la Bible et puis je commence à être utilisé dans l'église, je commence à exhorter, faire ceci, jusqu'à des moments précis où Dieu commence à m'utiliser de manière inattendue Mhm. dans ma vie. À travers, j'ai exercé un don prophétique très poussé, C'est vrai ça? oui, où je pouvais recevoir des choses comme ça. Le matin, je vous dis que j'ai vu ça. Si vous doutez, quelque temps après, ça arrive. Il y a eu beaucoup de choses qui se passaient. Mhm. Et puis, je commençais à sentir en moi que je suis appelé à faire quelque chose. J'ai commencé à faire. Mais je ne voulais pas travailler comme pasteur parce que j'ai vu mon frère évoluer comme pasteur, j'ai vu les conditions de vie des pasteurs. Ah, vous disiez, Je non? me disais, non, être pasteur, c'est C'est un vraiment peu une vie misérable. une vie Quoi. misérable. Si je veux servir Dieu, avoir des moyens et mettre mes moyens au service de Dieu pour servir le Seigneur. Je me suis bâti, j'ai même fait la prière en disant, Dieu, si tu me donnes des moyens, je te servirai avec ces moyens. Mhm. Voilà que Dieu m'a quand même permis d'avoir, je ne suis pas meilleur, je n'ai pas les meilleures des choses. Les petits que Dieu m'a donnés, j'ai servi avec. Voilà. Mais je ne voulais pas être pasteur. Dans notre église. Alors, on va dire quoi? Le fait d'être pasteur, vous êtes forcé vous-même, mais je vais sinon, arriver. il y a... Parce que moi, avec vous poser la question, comment j'ai reçu l'appel? D'accord. Je ne voulais pas être pasteur. Voilà. Ah, c'est vous qui ne vouliez pas. Moi, je ne voulais pas. Voilà. Les gens avec lesquels nous avons évolué dans le travail, tous ont été consacrés pasteurs. Sauf vous êtes rétracté. J'ai dit non, ce n'était pas mon temps, je ne vais pas faire le ministère pastoral. Si vous voulez consacrer moi autre chose, mais pas pasteur. Mon pasteur a dit, mais quelque chose quoi. Si tu es appelé, tu y arriveras. Plus tard, dans les années 2014,
2014. 2014. 2013, 2012, 2014, je commence à lutter avec un appel. J'entends Dieu me parler clairement que je t'appelle à me servir. Que si tu ne t'engages pas à mon service, je vais te punir. Tu vas voir des choses qui vont t'arriver. Qui vont t'arriver. Alors à ce moment-là, j'ai résisté. 2011, j'ai résisté. 2012, j'ai résisté. 2013 et 2014, ça devient plus fort. À ce moment-là, nous sommes toujours dans la communauté Cité des Refuges. Parce que l'église que je dirige, c'est une des assemblées de la Cité des Refuges. Alors, les pasteurs, ils deviennent apôtres, ils vivent aux États-Unis. Les choses deviennent fortes. Dieu me parle clairement par moi-même et par d'autres personnes qu'il y a un événement qui va m'arriver, qui va bouleverser le sort de ma vie. Et que pendant ce temps-là, si je ne suis pas dans les services de Dieu comme il me l'a demandé qu'il m'appelle, ça va m'emporter. Mais si je suis au service de Dieu à cause de ce service, Dieu va me garder. Bon, ça devient si fort que moi-même, je veux faire un voyage, je vais aux États-Unis pour en parler avec l'apôtre. Je dis que je suis obligé de faire quelque chose pour Dieu. Pour Dieu, mais je ne vais pas aller travailler là où il y a déjà tout le monde. Je voudrais commencer un travail de la communauté. Je veux faire l'évangélisation. C'est comme ça qu'il m'a dit, ok, on a parlé de choses, on a commencé l'évangélisation. Et cette évangélisation a engendré la paroisse, l'assemblée que je dirige aujourd'hui. Et par la suite, c'est seulement en 2015 que j'ai été officiellement reconnu comme pasteur. Donc, tout ce temps-là, je n'étais pas dans le ministère pastoral. C'est seulement. Mais vous serviez Dieu dans d'autres services. D'autres choses, tout ça, c'est seulement en 2015. Et depuis lors, je suis au ministère comme pasteur, mais je suis aussi dans la vie professionnelle, mais fais aussi mes activités pour pouvoir subvenir à mes besoins. Voilà, je ne veux pas être de ces pasteurs mendiants et pauvres qui attendent qu'on fasse tout pour eux. Je sais me débrouiller. Et ça, c'est comme ça que vous avez. C'était votre prière à Dieu. C'était ma prière à Dieu. Je peux être aujourd'hui, quand il y a un problème à l'église, je lance un appel d'offrande, mais je suis aussi donateur parmi les autres donataires pour réaliser ce qu'il y a à réaliser. Et beaucoup de choses que nous avons fait, j'avais fait un vœu à Dieu que moi, comme je suis devenu pasteur aujourd'hui, nous étions locataires quelque part. Je vais faire un vœu à Dieu que je vais construire un temple pour lui. Et je l'ai fait. Voilà, pasteur, merci pour ces parcours professionnels, pastoral, public, même votre biographie inclus. Nous allons passer maintenant à un petit moment de témoignage. Et nous avons rencontré certaines personnes surprises, vous allez vous-même les découvrir. Ils ont parlé en faveur de vous, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous n'en savons pas, on va découvrir ensemble. Mais avant qu'on nous prépare l'élément, pasteur, dites-nous à quel moment avez-vous fait votre voyage à l'étranger? À quel moment avez-vous fait le voyage à l'étranger? Mon premier voyage à l'étranger, c'était en 2000... Non. C'était en 1998. 1998, c'était à quelle occasion déjà? En 1998, je suis dans mes activités, comme je t'ai dit là. Activités, structure je tombe sur un partenaire qui vit en Afrique du Sud, Cape Town, qui voulait venir s'installer au Congo pour avoir une sorte de succursale et vendre le matériel de production de diamants. Drague, tamis, comme on appelle, beaucoup de choses là. Vibrons, des tuyaux, terri, bec, des choses comme ça pour produire. Je tombe sur quelqu'un qui me dit, il y a quelqu'un qui est venu m'intéresser, il cherche quelqu'un d'ouvert, lui vivant en Afrique du Sud, une relation. Est-ce que tu es intéressé à travailler avec lui? Je dis, ok, d'accord. Il me dit, il veut te rencontrer. Il m'envoie les billets, je vais en Afrique du Sud en 98. Quand j'arrive en Afrique... C'est votre partenaire qui vous achète le billet? Oui, il m'achète les billets, je pars. Il parle avec moi. Avec celui qui m'a fait mis en contact avec lui parce qu'il était déjà partenaire avec lui. Mais il fallait avoir un représentant ici.
nous réussissons le deal, je reviens, il m'envoie du matériel. Je deviens un représentant ici pour la vente de dragues. Vous comprenez le drague, c'est des machines avec lesquelles on extrait du diamant dans l'eau, dans des rivières et à différents endroits. J'amène des dragues. J'ai vendu des dragues dans ce pays à plusieurs personnalités. Beaucoup de messieurs qui ont beaucoup d'argent là ont resté des dragues chez moi. Et j'ai gardé les dragues. C'est de là que vous avez commencé maintenant des voyages. Comme à ce moment-là, je n'avais pas une belle maison. Je devais utiliser la maison de mon frère parce que quand vous travaillez avec des gens de manière comme économique, si vous te voyez, vous êtes vulnérable, vous trouvent, parce que c'était des choses qui coûtaient 60 000 dollars, 40 000 dollars, 20. La drague la moins chère, c'était celle de 14 pouces qui coûtait 15 000 dollars. Alors vous parlez avec quelqu'un, l'affaire comme ça. J'avais que des échantillons ici et le matériel se trouvait à Cape Town. Il fallait que ceux qui achètent, ils voient l'échantillon. Ils font la commande. Ils font la commande, ils payent la compte. Et puis, j'ai fait la commande là-bas. C'est comme ça que j'ai commencé à voyager régulièrement. Avec chaque fois que je vendais, j'avais mes pourcentages, j'avais mes billets, j'allais de va-et-vient. Ça, c'était en Afrique. Vous en avez profité pour faire... Et la seconde fois, après plusieurs voyages, quoi. Et puis, après... Dans les années 2003, avec la création de ma structure de défense des droits de l'homme, après les conflits qu'il y a eu dans le pays, où les pays étaient divisés en plusieurs territoires, il y a l'organisation, un mouvement américain, l'Égypte, une institution américaine, qui décide d'organiser une conférence avec les ressortissants africains des pays sortis des conflits pour partager de leur expérience, comment ils pouvaient faire pour aider les pays en conflit à y sortir. À ce moment-là, il y avait des conflits comme Libéria, il y avait des conflits, il y avait Somalie, il y avait le Soudan. La RDC aussi. La RDC venait de cette expérience où nous avions 1+4. Voilà. Maintenant, l'USIP, c'était United Institute of Peace qui réunissait les gens, discutait ces questions pour trouver des solutions. On avait besoin d'un expert congolais. Et comme j'étais dans le mouvement associatif, à ce moment-là, je suis assistant du rapporteur au Sénat. Je n'ai pas fait de voyage au nom du Sénat, mais c'était à mon nom personnel. Et grâce à cette structure-là. Grâce à cette structure-là, on m'envoie une invitation connectée par quelqu'un qui connaissait. Je suis invité. La première fois, nous sommes à Abuja, au Nigeria, où nous allons faire une conférence. À ce moment-là, ça tombe qu'il y a aussi des problèmes. On annule, la conférence n'a pas continué. Et puis, on dit qu'on va nous contacter par mail. On nous contacte pour proposer, chacun propose dans quel pays on voudrait que la conférence se tienne. Bon, moi, j'ai proposé l'Afrique du Sud parce qu'il y avait plusieurs pays, mais les pays anglophones. Comme le Nigeria, ça ne pouvait pas être plus possible. Il y avait déjà des problèmes avec les Boko Haram. On ne pouvait plus rentrer au Nigeria. Il y avait des problèmes là. Alors, à ce moment-là, on décide, moi, j'ai proposé l'Afrique du Sud, Pretoria et les autres. Mais quand on réunit les propositions, on choisit Grande-Bretagne, Londres. On nous informe que c'est Grande-Bretagne. C'est comme ça que je vais aller à Grande-Bretagne, à Londres. Pour la première fois. La première fois que je suis arrivé à Londres, d'ailleurs, je dormais, j'ai rêvé, j'étais arrivé, je dormais, j'ai rêvé. Parce que la première fois que je suis arrivé en Europe. Et puis après, je suis arrivé à Londres. On nous a pris en charge totalement. Et cette conférence, c'était une conférence où vous participez, on vous paye, on vous loge. Vous ne dépensez rien. Oui, si vous avez fait des dépenses pour voyager, on vous rembourse vos dépenses. Voilà, merci. Et je me rappelle même que ma parcelle que j'ai payé, le terrain que j'ai payé la première fois, c'était l'argent qui m'a été payé en ce jour-là, en livres sterling. Vraiment. J'ai dû. Voilà comment c'est parti. Nous aimerons tous. C'est par là que j'ai commencé le voyage. Après, ça a évolué. Je suis allé en France, j'ai fait une formation. J'ai même eu la résidence en France. J'ai continué. J'ai voyagé partout, Amérique, Asie et Australie. Bon, voilà. Voilà. Oh, comme Dieu est grand. Voilà. Il était encore élève au Sankourou, tout ça maintenant, des voyages. C'est Dieu qui fait tout ça. Et c'est ça aussi la grande figure. Comme on vous disait tout à l'heure, on fait parvenir des témoignages de personnes qui ont fait des réactions à votre endroit. Et nous sommes allés même
voir le pasteur François Mutombo, et qui a parlé à propos de vous. Et même encore, une personne de moindre, Pierre-Raphaël Kélémon Gongani, qui fut votre le tout premier directeur de Sanga FM. Alors, on allait regarder ces images. Alors, votre réaction. Le pasteur Dieu merci Mutombo, je l'ai connu d'abord à travers son grand frère, pasteur Nzengo. Après, je suis venu encore le découvrir. Il était directeur du cabinet du ministre Lambert Mende pendant plusieurs années. Quand j'allais dans les démarches pour nos histoires de télévision, radio, je l'ai rencontré là-bas. Mais je l'ai trouvé différent des autres personnalités, autorités. Quand vous allez dans leur cabinet, même pour le voir, c'est un problème. Lorsqu'il a seulement appris que je suis un homme de Dieu, en tout cas, il me recevait d'une façon là particulière. Et c'est un homme doux, calme. C'est pas si il s'est déjà fâché dans sa vie. Parce que je ne l'ai jamais vu en colère. Lui, il est toujours souriant. Et je vous dis que, en Dieu merci Mutombo, il n'est pas un ami pour moi, c'est un frère. C'est plus que la famille. Vous savez, la fête des Juifs, c'est une grande fête, une grande manifestation. Si vous voyez, chaque année, nous associons pasteur Dieu merci Mutombo. C'est parce qu'il a quelque chose de spécial. Vous savez, on peut être pasteur, on peut prêcher, mais le peuple de Dieu doit trouver l'essentiel. Il faut que le peuple de Dieu trouve sa part dans ce que vous dites. On n'est pas philosophe. Nous nous adressons aux âmes qui doivent être sauvées. Il faut que l'homme de Dieu communique la vie, donne quelque chose qui transforme. Vous savez, la parole, la Bible dit, elle est plus qu'une épée à double tranchant. Il est capable de traverser même jusqu'à la moelle osseuse. C'est pour dire que si nous les gardons, ce n'est pas par sentiment, mais c'est parce qu'il a quelque chose de Dieu. Je le reconnais. Que Dieu les garde et le ministère qu'il a, que ça puisse atteindre la destinée. Oui, pasteur Dieu merci. Depuis que je Kitambo, on a zala pasteur athée. On a bien frère. Il était frère, Dieu merci. Mais en 2009, quand on a dans la province, on a pas dit service à protocole. À part ça, on a dit pasteur Dieu merci. On a comment moi on a à Makanga c'est un bon papa. C'est un papa mon malamu. Après ça, on a un concert bien. À préparer l'avenir est meilleur. Alors, je dois servir le Seigneur parce que dans le Seigneur, il y a tout. Nous avons besoin de pour en dehors de Jésus, vie exaltée. Donc nous devons préparer notre vie dans Nzambe. Oui, pasteur, je t'aime beaucoup. Tu es mon papa, mon père spirituel. Depuis que je t'ai connu, depuis que je suis un témoignage à ma bété. Et puis ça a toujours un conseil bien. Prier na ngai que Nzambe abate na yo. Donc au demeurer les sous makasi, au demeurer sous na liloba na ye. Pasteur Dieu merci Mutombo, mon père. Je vous ai connu par le canal d'un ami à moi, aujourd'hui pasteur, qui est votre fils et qui m'a emmené vers vous. Il m'a présenté auprès de vous comme serviteur de Dieu. J'étais agréablement surpris de voir que tout de suite, vous m'avez adopté. Tout de suite, vous m'avez accepté. Vous m'avez donné de l'espace non seulement dans votre cœur, mais aussi dans la vision que le Seigneur vous a confiée. À peine que vous veniez de me connaître, vous avez pris ma femme, vous avez pris ma fille, vous les avez logés pendant autant de temps chez vous à la maison. À peine que vous veniez de me connaître. Ce sont des actes marquants, des actes qui ne trompent pas. Et c'est pourquoi je peux encore dire aujourd'hui, vous êtes mon père. L'influence que vous avez exercée sur moi dans votre ministère spirituellement et l'amour du point de vue physique que vous m'avez démontré
je ne peux pas vous appeler autrement, sinon vous appeler Père. Quand je vous ai connu, vous étiez très occupé, surchargé, de par les fonctions que vous assumiez. Mais malgré cela, vous étiez toujours disponible. Disponible pour l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, une fois je vous ai demandé, mais comment vous faites, pasteur, malgré vos charges? C'est ce qui m'a le plus marqué. La première des choses en tout cas, toujours disponible pour l'œuvre de Dieu. La deuxième des choses, oh là, c'est votre grand cœur. Vous avez un grand cœur. Proche de vous, je vous ai vu dans des moments assez compliqués, attendant que vous réagissiez autrement. Mais j'ai toujours été étonné par vos réactions. Un cœur en or, un grand cœur. Vous êtes un modèle pour plusieurs, particulièrement pour moi. La chose qui a fait que mon cœur s'attache à votre cœur, ce sont les valeurs qui vous caractérisent. Et ce que je peux vous dire, papa, continuez dans ce sens. Au-delà de tout ce que vous subissez, en termes, je ne vais pas ici sortir de gros mots, tout ce que vous subissez, continuez dans ce sens, papa. C'est en cela que nous vous suivons. C'est en cela que nous sommes fiers d'être à côté de vous. Vous êtes un homme qui a cultivé des valeurs et ces valeurs-là, je prie le ciel pour qu'elles continuent à vous caractériser. Gardez-les parce que vous êtes un modèle pour nous à cause de cela. Eh bien, quand il venait ici à Mbujimayi, il travaillait avec un certain journaliste du nom de Papias Penawembo, alors journaliste à la radio-télévision de Bukasai. L'idée lui arrive de planter un média audiovisuel ici à Mbujimayi. Il a intéressé le même journaliste qui l'a orienté vers nous. Et nous avons travaillé avec lui de 2010 à 2013. Disons, nous comme directeur de programme de Sanga FM, une branche de la synergie pour le développement du Kasaï, en sigle SIDEK, dont il était le président du conseil d'administration. Nous avons retenu beaucoup de choses, le travail bien fait, la rigueur, l'honnêteté. Donc nous avons retenu pendant ce laps de temps beaucoup de bonnes choses de sa part. Et ce qui fait que bon, pour rester longtemps avec lui, il faut lui ressembler, il faut le suivre, être honnête comme lui, travailleur et honnête. Notre mot de la fin, c'est de souhaiter à Dieu merci Mutombo, Chibaye, beaucoup de bonnes choses. Et je sais que c'est quelqu'un de parole. Quand il promet, il le réalise toujours, qu'il ne nous oublie pas. Il a un grand projet pour le développement du Kasaï. Je vous ai parlé de la synergie pour le développement du Kasaï qui avait à son sein beaucoup de bons projets. Il y a eu la radio qui existe jusqu'à présent. Il y a eu le sport avec le basket au niveau de l'université. Et il y a eu aussi l'agriculture au niveau du village Chibombo. Je pense que ce sont des projets que s'ils continuent avec cela, eh bien, le Kasaï peut aller de l'avant.
nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance. Il a un cœur d'un père qui a l'amour pour ses enfants, ses filles et fils. Il a l'amour pour tout le monde. Un homme doux, très sage et très intelligent. Ce que j'ai beaucoup plus aimé chez lui, quand tu fais quelque chose de mauvais, il te dit, tu as mal fait. Donc je l'aime tellement, je suis toujours à ses pieds, je suis toujours en train de suivre sa formation. Il n'est pas en train d'enseigner, mais dans sa façon de faire les choses, dans sa façon de rester avec les gens. C'est ça sa formation que moi je suis en train de suivre auprès de lui. Pasteur Dieu merci. Tout souriant, vous avez été flatté par les témoignages de toutes ces personnes, commençant par Pasteur François Mutombo. Voici l'homme. Quand lui avons demandé, je lui ai demandé, mais lorsque vous organisez la fête des Juifs, qu'est-ce qui fait que vous puissiez toujours inviter? Voici pourquoi vous le voyez, il s'est étalé. Quelle est votre réaction, pasteur? En tout cas, d'abord, ça me fait chaud au cœur. Chaud au cœur parce que ce que je viens de suivre, les témoignages, ils ont tellement dit des choses. Je ne savais pas que j'ai marqué aussi des gens de cette manière. J'ai suivi mon frère, comme il vous a dit. C'est mon frère, il vient chez moi, je pars chez lui. Quand j'ai des problèmes, il vient me consoler, me visiter. Et je mange chez lui. J'ai déjà été même visiter toute sa maison, même dans sa chambre. C'est formidable. Nous avons fait des voyages avec lui, des évangiles. Mais je retiens aussi beaucoup de choses de lui. Voilà. Mon engagement à me battre dans la vie. Je me rappelle qu'il me disait toujours, au moins, dans la vie, il faut être indépendant. Et les gens vont vous respecter. Et quand on s'investit à travailler, vous voyez même les ambassades ici, quand vous vous représentez, on n'a pas à vous refuser le visa parce qu'on vous reconnaît que vous êtes un homme digne, intègre. Voilà donc, je vis beaucoup de mes enfants. Bon, les choses qu'ils ont dit me marquent. Vous voyez que je manque même des mots, les expressions pour qualifier cela. Je ne savais pas que j'avais aussi une telle influence sur les gens. J'avais quand même une influence sur les gens. Et je ne t'aimais pas dire que je suis un grand frère. Vous avez dit qu'il était mon directeur de ma radio, mais c'est un grand frère. Un grand frère. Et il a dit, vous êtes honnête. Lui, il ajoute pour dire que c'est quand vous proposez quelque chose et lorsque vous partez dans votre logique, ça réussit toujours. Quel témoignage! Évidemment, c'est un grand frère pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Pourquoi je l'appelle grand frère? Bon, d'abord, il est mon aîné en âge. Et puis, c'est un collègue d'université de mon grand frère, le feu apôtre de Donezeng. Quand je me trouvais devant lui, j'avais double sentiment. D'abord, il est un collaborateur dans le travail, mais il est ami de mon grand frère. Donc vous parlez de Pierre-Raphaël Kenemo. Oui, Pierre-Raphaël Kenemo. Ami de mon grand frère et collègue d'université. Quand lui finissait l'université, moi je n'avais même pas le diplôme d'État. Ah bon, c'est ça? Parce que quand mon frère, moi j'ai eu mon diplôme d'État sous l'encadrement de mon frère qui avait déjà fini depuis plusieurs années. C'est-à-dire Pierre Kenemo a terminé avec lui depuis plusieurs années. Et quand c'est toujours par le concours de circonstances que je me suis retrouvé auprès de lui. Et il m'a accepté. Il a accepté de travailler avec son petit frère comme son responsable. Vraiment. Et c'est comme ça que moi, je ne l'ai jamais appelé comme ça Kenemo, non. Je l'appelais Papa Kenemo. Beaucoup d'estime. Oui, beaucoup d'estime. Un homme intelligent. Un homme aussi posé. Avec lequel on a travaillé à des moments difficiles, il a fait des sacrifices énormes. De 2010 à 2013. Oui. 3 ans. C'est seulement parce qu'il a eu trop d'occupation. Il devrait travailler dans la CENI. Vous comprenez, il y a une indépendance. Il ne devrait pas être soumis à quelqu'un. Tu as dit tout à l'heure que
À un moment donné, je suis allé là-bas comme candidat, mais si il travaillait à la CENI, moi je suis son chef, comment ça pouvait être? C'est donc s'il a quitté la radio, c'est pour des raisons professionnelles. Il devait aller travailler à la CENI. L'obligation d'indépendance a fait que on devait se séparer. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Merci beaucoup, Papa François, mon nom, François Mutombo. Merci à vous, mes enfants, Noëlla, Ben. Et voilà, bon, le mot me manque. Voilà, les mots manquent. Les mots manquent vraiment. Et- C'est des bonnes réactions. Vous avez compris, les pasteurs. Martine, bon, Ben, Noëlla et tous ceux qui sont passés. Vraiment. Et peut-être d'autres qui disent aussi les mêmes choses sans qu'on les entende. Merci à vous tous. En pour tout cas, ce il y que avait vous avez beaucoup de personnes témoigné. qui s'est bousculées pour prendre les témoignages, mais comme vous pouvez le constater, l'émission c'est dès l'heure, on ne pouvait pas faire autrement. On a pris juste quelques témoignages qu'on vous a proposés. Pasteur, comme vous pouvez les constater, nous sommes vraiment pratiquement à la fin de notre émission. Alors peut-être avant de vous donner les mots de la fin, Pasteur, vous suivez aussi les sports? Football? Bon, je ne veux pas dire amoureux, amateur. Amateur de football. Vous Parce êtes que je suis supporter amoureux de Dieu. Vous supportez quelle équipe? D'abord, Real, Barça? non, moi je n'ai jamais été dans je supporte pas les équipes internationales parce que quand je suis là-bas, je n'ai de cœur ni de l'un ni de l'autre. Je suis celui le meilleur gagne, je Voilà. l'acclame. Alors ici, vous supportez Alors quelle quand équipe? il y a les équipes là qui jouent, moi mon cœur n'est pas agité. C'est vrai. Ici, au Même pays- ici, dans le pays, au pays- Tete Mazembe, Au pays, Sangambalende, de par mon origine, j'ai AS Bantou. supporté Aspantou. J'étais même à un moment donné, bon, plus proche du comité. Du comité AS Bantou. À Aspantou. Plus Voilà. proche, je dis plus proche. Ok. Il y a Ça, un des présidents à l'époque qui m'avait nommé même conseiller dans le comité, mais j'avais décliné parce que je ne voulais pas à ce moment devenir pasteur, Voilà. avoir une appartenance liée à une chose. Là, je vais vous dire une chose avant de terminer. Je me suis interdit, moi, dans la vie comme pasteur, d'avoir des tendances partisanes. Ça veut dire que dans l'église que je dirige, je peux me retrouver avec les gens de plusieurs horizons. Voilà. Sur le plan politique, il y a plusieurs partis politiques. Il y a Vous peut-être des êtes gens qui bon sont avec tout le monde. de l'IDPS, des PPRD, des Tout le CCI ou quoi que ce soit. Maintenant, si moi je vais afficher ma position Voilà. ouvertement, que je suis de tel parti, Merci. je veux blesser les autres. Merci Et même beaucoup. par rapport aux personnalités politiques, je donne mes avis, mes analyses objectives D'accord. et je n'entre pas dans les tendances. Comme Merci ça beaucoup. qu'aujourd'hui, je dis qu'à ce temps-là, j'ai supporté Aspantou et j'étais désigné membre d'un comité. J'ai décliné parce que je ne voulais pas appartenir à une équipe précise de peur que je puisse Que vexer d'autres personnes. C'est comme ça que je ne ferai jamais la promotion d'une telles- autorité politique, Voilà. d'un parti politique dans l'église, Merci. parce que je suis pasteur de tous. Merci, pasteur. Et votre plat préféré? Je mange naturellement du foufou avec du pondo accompagné du fretin. Ok. Là, je peux manger tous les jours de la semaine, Sans problème. du 1er au 30. J'aimais aussi les poissons salés, mais depuis un moment, comme on a le problème de tension, les médecins m'ont dit qu'il ne faut plus prendre, il faut les obéir parce que il faut aussi se protéger. Voilà, pasteur, comme vous l'avez compris, une émission qui doit parler de votre parcours. Oui, vous avez Et réveillé des choses. si vraiment nous allons nous en tenir à raconter tout, en tout cas, nous pourrons même faire toute une journée ici, Tout mais à nous fait. n'avons pas le temps. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Votre dernier mot, pasteur, parce que c'est déjà fini. Quel est votre mot Bon, de la le fin? dernier mot, je voudrais encourager ceux qui nous ont suivis, leur dire que dans la vie, il n'y a rien d'hasard, mais il n'y a pas aussi de fatalité. Il n'y a rien d'hasard parce que chacun, comme nous sommes, a un plan avec Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu créés pour la gloire de Dieu. Donc Dieu ne crée rien au hasard. Ne perdez pas l'espérance parce que Dieu a un plan pour vous. Pas de fatalité parce qu'il ne faut pas attendre que les choses vous arriveront comme ça par un bâton magique. Il faut vous mettre au travail. Je suis toujours de ceux qui pensent, quel que soit ce que vous êtes, même si vous êtes chrétien engagé dans la foi, vous devez travailler
pour venir aux besoins de vos enfants. Et la Bible est claire là-dessus, mais celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Si tu veux manger, avoir une vie heureuse, cherche à développer les potentialités qui sont en toi. Il faut travailler. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat d'un sacrifice et un travail. Ne soyez pas paresseux et mendiants, mais œuvrez pour le bien de votre famille et votre avenir. Et chacun a un avenir heureux parce que chacun est porteur de la gloire de Dieu. Œuvrez pour subvenir aux besoins de votre famille, c'est les mots de la fin de la grande figure reçue aujourd'hui pour ce tout premier numéro, bien entendu. Il s'agissait bel et bien du révérend pasteur Dieu merci Mutombo Chibayi. Et c'est comme ça que se termine cette émission. Grande figure reçoit tout le monde, homme politique, homme d'affaires, homme de Dieu, artiste, star, qui que vous êtes. Venez raconter votre parcours et la génération s'en inspirera. Merci à toute l'équipe technique de Grande Figure. Merci à Christian Kazembe. Merci à Berthe qui nous a facilité la tâche pour rencontrer Vassilom. Grand merci à vos sisters. Merci également à celui qu'on appelle Maître Dona Kabouya Kazadi, Maître Innocent Kass, Maître Blaise Mpongo et à Madame mon épouse Marie Assoumani. Merci également à Pierre-Raphaël Kelemon-Gongani, l'autorité morale de cette émission, celui qui a conçu dans le vide, mais qui a donné, qui m'a confié à cette émission, bien entendu, et je l'ai matérialisé et adapté. Grand merci à vous et grand merci à tous les anciens de Sanga FM. Nous ne cesserons jamais de vous dire merci. Prochain rendez-vous, c'est le samedi prochain, avec le même plaisir. Bye.